ce livre d'Irène, Écrire est un roman. Vous dévoilez beaucoup de choses. C'est un livre extrêmement ludique et généreux. Et j'aimerais que vous nous en parliez, tout simplement. Pourquoi avoir eu cette démarche d'avoir ouvert un certain nombre de vos secrets ? Alors, je ne sais pas si ce sont des secrets, mais Didier le sait mieux que moi. Quand on a écrit pendant un certain nombre d'années, ou un nombre certain d'années, on ne peut pas le faire sans avoir réfléchi sur sa pratique. Ne serait-ce que quand on commence un livre, on se demande quel point de vue vais-je choisir, comment vais-je réussir à sortir de ce supposé néant d'où il est censé vivre un personnage. Est-ce que lorsque c'est un récit autobiographique, je l'écris à quelle personne? Je me regarde l'écrire et je m'appelle tu, ou bien je dis carrément je? Dans notre société du tout à l'ego que par pratique Didier connaît très bien, ayant dû les arbitrer longtemps, les égos. Quel est mon rêve de livre? Pourquoi ai-je peur tous les matins? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi ai-je besoin de lâcher mon livre? Envie de tout envoyer valdinguer, de me dire mais à quoi ça sert? Et justement, au fait, à quoi ça sert? Et donc, dans les salons du livre comme celui-ci, ou bien dans les rencontres, dans les librairies, dans les médiathèques, tout comme Didier en a fait 100 fois l'expérience, certainement plus que moi, j'ai entendu des lecteurs venir me voir et me dire « Je veux écrire, mais je n'ose pas écrire et je ne sais pas comment écrire ». Et la deuxième plainte qu'on entend le plus souvent, c'est « Mais vous savez, moi, je n'ai pas d'imagination ». Or, chacun d'entre nous a de l'imagination pour la bonne raison que l'imagination fait partie de notre équipement de survie au jour le jour. Vous ne savez pas que vous faites fonctionner votre imagination. Elle est très connectée à votre mémoire. Les deux zones sont connexes. La plus subtile des deux dans le cerveau, c'est l'imaginaire, parce qu'elle va chercher dans des zones extrêmement profondes. Donc, je n'ai pas cessé de m'interroger là-dessus. Je n'avais pas envie d'écrire un livre là-dessus. Quoique la notion de qu'est-ce qu'une histoire me préoccupait beaucoup depuis longtemps. Tout simplement parce que je me suis demandé un jour, pourquoi, ma cocotte, as-tu passé ta vie à raconter des histoires? À un moment, il faut bien qu'on se pose la question. Hein, et donc, on m'a demandé d'animer des ateliers d'écriture au Figaro, et j'avoue que j'ai commencé par dire non. Et puis, la personne qui était en charge de ces ateliers, Mohamed Aïssaoui, qui écrit lui-même, qui est écrivain, m'a dit une phrase à laquelle je ne pouvais pas résister. Il m'a dit « Considère-toi comme un passeur ». Et là, passeur, oui, j'ai été passeur très jeune dans ma vie, j'ai enseigné, mais je me suis dit, si je le fais, je vais pas faire la prof, quoi. C'est quand même bon. D'abord parce que j'ai été un professeur heureux. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais c'est le partage qui m'intéressait. Le partage d'expériences. Donc ce livre, c'est un partage d'expériences, soit d'expériences personnelles, soit d'expériences que j'ai vécues en animant cet atelier d'écriture, y compris un échec notoire à un moment. Voilà, j'ai parlé de mon échec, j'ai essayé de le faire très gai, très gaiement, cet échec, parce qu'il était assez gai finalement. Et puis aussi le partage des grands écrivains, parce que quand on sait que Annie Ernaux a mis 20 ans pour écrire Les années et qu'elle a failli ne jamais l'écrire tellement elle n'en pouvait plus, quand on sait que Tolstoï a mis 2 ans à écrire à trouver le point de vue de Guerre et Paix, et la première phrase quasiment par hasard enfin fortuitement, dirons-nous, alors qu'il désespérait de la trouver.
et que cette phrase a généré tout le reste. Quand on sait que Proust a trouvé la sienne avant d'envoyer ses ultimes épreuves chez l'imprimeur, etc., on se sent quand même un peu resséréné. Vous voyez, moi je trouve que les biographies d'écrivains, comme toutes les biographies, sont très rassurantes parce qu'elles nous disent « Oh, bon, je suis plutôt au calme par rapport à toutes les épreuves qu'ils ont vécues. » Et donc c'est un livre qui est conçu, en effet, de façon... oui, parce que moi, depuis mon adolescence, j'ai rencontré un livre qui s'appelait Le Gai Savoir, enfin, qui était un texte de Rabelais sur le gai savoir, et je me suis dit que pour transmettre, il fallait être souriant. J'avais horreur des professeurs sérieux, et je suis de ceux qui aiment parler des choses sérieuses avec gaieté et des choses gaies avec sérieux. J'ai trouvé cette leçon dans un de mes auteurs préférés, qui est Lewis Carroll. Voilà, c'est le ton du livre. Alors vous citez Julien Gracq, pour lequel vous avez une immense admiration, et vous dites cette phrase de lui, formidable: « Méfiez-vous des écrivains parce qu'ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. » Et je crois que c'est ça la grande qualité d'un écrivain et d'un artiste, c'est qu'il ne sait pas toujours ce qu'il fait. Il n'a pas dit « méfiez-vous des écrivains », il a dit « mais il faut aussi se méfier des écrivains ». Ils ne sont pas toujours sur on, mais quand ils observent très bien, voyez-vous. Mais il a dit il faut pardonner aux écrivains, il faut beaucoup pardonner aux écrivains, car ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Et il a fait avec Malice, je l'avais rencontré une fois par l'intermédiaire d'un ami. Moi je ne cherchais pas franchement à aller le déranger. Vous savez, à l'époque de la fin de sa vie, beaucoup de gens prenaient le chemin de Saint-Florent-le-Vieil, où il habitait, pour poser à côté d'écrivains. Moi, je suis à côté d'écrivains, je suis écrivain, quoi. Ça n'étonne pas Didier, il connaît tout. Mais donc, il sait qu'il faut se méfier des écrivains, mais il sait aussi qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans l'écriture, en dépit de tous les plans que nous faisons, de tous les synopsis que nous pouvons remettre à nos éditeurs, en dépit de tous les beaux projets que nous leur soumettons avec lyrisme et feu et foi dans les déjeuners, ça se passe jamais comme on croit que ça va se passer. Alors Didier Doucoing, votre réaction, puis je voudrais que vous nous parliez du nageur de Bizerte qui nous occupe aujourd'hui. Ma réaction, c'est qu'on vient d'entendre la confession d'une écrivaine, c'est-à-dire quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Irène sur le way of writing, la façon d'écrire, etc. C'est une angoisse abominable. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on voudrait bien qu'on nous le dise et qu'il n'y a personne pour nous éclairer la route. Certains vous diront aussi, l'éditeur est là pour vous guider. Que dalle, oui. L'éditeur, il attend le manuscrit et en espérant qu'il y a le nombre de signes dont il a besoin et que ça se vendra. Alors. Mais la substance du livre, il ne la perçoit pas toujours. Il y a quelques grands éditeurs, oui, Jean-Marc Roberts, qui était le mien, Antoine Gallimard, je crois, qui met la main dans le cambouis, Philippe Robinet chez Calman Lévy, c'est des grands éditeurs. Mais tout le monde n'est pas capable de faire le travail qu'ils font d'accompagnement. C'est comme accompagner, j'en parle en connaissance de cause, comme accompagner un boiteux. Enfin, moi, si j'ai pas ma femme pour me soutenir, je me casse la figure. C'est des écrivains qui peuvent tomber. Un écrivain qui tombe, c'est un écrivain qui rate un livre. Un livre raté, il n'est jamais refait. Il meurt sur le bord de la route. Ouais, voilà ce que je peux dire d'essentiel. Mais il faut le lire, son livre, parce que j'ai trouvé d'abord que c'était gonflé d'écrire ça. Mais ça ne m'étonne pas de toi. T'aimes bien les défis, parce que si elle est folle. Décidément, elle est complètement folle. Qu'est-ce qu'elle nous sort, là, écrire est un roman? Le titre est tellement beau qu'on ouvre le livre. On se dit si ça pouvait être vrai. Écrire est un roman. Déjà, quelqu'un dit la vie est un roman, c'est déjà pas mal. Mais écrire est un roman, comme écrire, c'est la vie. Bon, voilà, c'est ce livre, on dit. Je crois que si quelqu'un me disait aujourd'hui, un jeune, je voudrais écrire, par où je commence? Je dis, tu commences par acheter le livre d'Irène Frins, si tu n'as pas d'argent, tu le voles, mais il faut absolument que tu le lises. Parce que c'est... Mais oui, parce que c'est... On ne peut pas être écrivain si on n'a pas lu ça. Enfin, on peut l'être, mais on n'est pas un écrivain responsable. On a envie d'écrire dès qu'on ferme le livre, dès qu'on achève le livre. Et dès qu'on l'ouvre, bien sûr. Loin. Quand on regarde le titre et l'image de la jolie femme qui est en couverture, on se dit si c'est ça, écrire, c'est merveilleux. Allons-y. Oui.
Oui, non, non. La photo est sympa, mais si vous me voyez à 5 heures du matin devant mon manuscrit, pendant tout le temps que j'écris, il vaut mieux pas. T'écris à 4 heures du matin? Oui, j'écris très souvent à toute heure. Il m'arrive d'écrire à minuit, mais je pense que oui, je suis un peu folle. Mais je peux aussi faire la sieste pendant 3 heures l'après-midi parce que je suis complètement KO. Donc mon mari rentre régulièrement dans le bureau et dit « Mais tu es folle, mais tu es folle. » Mais il n'y a pas que moi qui dis ça. Ben non, ben non. Donc il y a un hôpital psychiatrique dans la région. Donnez-moi une plume et de quoi écrire. On peut parler du nageur de Bizerte, Didier? Oui, ben, le nageur de Bizerte, c'est né j'ai découvert c'est plus qu'une anecdote, un fait historique. Après la pleine révolution russe, enfin soviétique, les Russes blancs voulaient foutre le camp parce qu'ils étaient talonnés par les bolcheviks, qui les égorgeaient, etc. Et donc, où aller? Comment y aller et où aller? D'abord, où aller? Donc, ils ont lancé un SOS au monde entier. Est-ce que quelqu'un veut bien nous aider? Et la réponse a été non. Les Anglais qui se méfiaient ont dit retournez d'où vous venez. On n'a même pas encore quitté la Russie, que vous déjà demandé de rentrer. Et donc se sont trouvés en Crimée plus de 10 000 Russes, hommes, femmes, enfants, vieillards, etc., qui étaient là avec une petite valise en carton, enfin l'équivalent, et qui ne savaient pas où aller. Et tout d'un coup, ils sont aperçus qu'il y avait les carcasses, les épaves, des bateaux qui avaient été engagés dans la bataille de Tsushima, etc. Il y en avait un, on l'appelait les grandes orgues, parce que quand le vent soufflait à travers tous les trous du bateau, ça faisait des bruits d'orgue. Bon, c'était formidable. La plupart n'avaient pas de moteur, n'avaient pas d'équipage, pas de cabine. Non, mais c'était des bateaux de guerre. De toute façon, donc, c'était le dortoir, etc. Mais ils donnaient l'impression de pouvoir flotter. C'était déjà énorme. Parce que quelque chose qui peut flotter quand on veut fuir, on monte à bord et puis on pousse pour s'éloigner de la côte. C'est ce qu'ils ont fait. Et au moment où ils sortaient des ports, la France a répondu « Mais nous, on veut bien de vous. On a une base, pas de si loin que ça, qui s'appelle Bizerte, en Tunisie, et on est prêt à vous accueillir. » La jubilation de ces gens est inimaginable. Ils aimaient beaucoup la France, notamment. Ils aimaient beaucoup la France. France. Français. Ils parlaient français pour la plupart. On avait une aura extraordinaire de culture, de bon. Mais en plus de ça, c'était la garantie d'avoir la vie sauve. Parce que Bizerte, ça a une particularité, c'est pour ça que les Français avaient dit on veut bien vous prendre, c'est une enclave aquatique, liquide, dans la terre de Tunisie. Vous avez la côte, une sorte de petit chenal qui vous mène à ce lac intérieur, la lagune de Bizerte. Et quand un bateau est là-dedans, comme il y a autour de la lagune, il y a des hôtes, enfin il y a du sable, il y a des choses, etc. On est à l'extérieur, on ne voit pas. Donc ils étaient bien protégés, on ne pouvait pas leur tirer dessus. L'état-major français avait imaginé qu'ils allaient arriver à 300-400. Ils ont fait arriver les bateaux, et ils étaient près de 10 000 à bord. Alors ils avaient prévu de la nourriture pour 300-400, mais pas pour 10 000. Donc il a fallu régler ce premier problème. Il y avait des problèmes de maladie aussi. Bon. Et les Français ont réglé ça admirablement. Et puis, alors ils étaient fous de joie, les Russes. On leur a dit, écoutez, on est content de vous accueillir, hein, on va tâcher de vous nourrir, on n'a pas tout à fait tout prévu, mais bon, on va se débrouiller à la bonne franquette. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'on se méfie de vous quand même. Vous êtes peut-être des communistes qui voulaient semer la mauvaise parole, donc on vous interdit de descendre des bateaux. Alors ils se sont dit, bon, bah, jusqu'à demain, on restera sur les bateaux. Donc ça a duré 4 ans. Donc ces gens sont restés sur des épaves ancrées dans la rade de Bizerte pendant 4 ans. Et je peux vous dire que ça cuisait, il y avait le soleil qui tapait sur ces cages de métal, il y avait pas l'air conditionné, enfin, il faut imaginer le pire et vous serez encore en dessous de la vérité. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire, il doit y avoir un livre là-dessus. Ben non, il n'y a pas. Il y a juste un livre d'une femme, une russe, qui a fait partie de ces émigrés russes, et qui a écrit un livre qui s'appelle La dernière escale, qui a été publié très mal malheureusement, mais enfin qui a au moins mérite d'exister par une toute petite édition tunisienne.
et qu'on pouvait trouver. Donc je l'ai lu avec une passion en me disant mais alors je me suis renseigné, je dis bien il y a bien pas un éditeur qui a fait quelque chose là-dessus, non rien. Aucun auteur, personne ne connaissait cette histoire. Donc je m'en suis emparé. Mais raconter une histoire comme ça sans la romancer, je m'apercevais que c'était pas bon. D'où la présence du nageur. Ben voilà, d'où la présence du nageur et de sa sirène, qui est une réfugiée. Alors, au début, elle était russe. Elle s'appelle Yelena. Elle est évidemment ravissante. C'est un bébé-fille, elle a quoi, 21, 22 ans. C'est une bonne famille. Elle a été